disposition pour répondre à vos questions. Merci bien. Je vais passer la parole à présent à notre rapporteure, Madame Ozano. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Vallet, comme Madame la Présidente l'a indiqué, votre nomination ne pourra intervenir qu'après un vote de chaque commission compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le passage d'une simple audition prévue par le Code de la santé publique au vote du Parlement imposé par l'article 13 de la Constitution est loin d'être neutre ou symbolique. Elle est le signe de l'importance accrue qui est apportée aux questions sanitaires dans notre pays. L'étendue des missions de l'ANSES imposait que le Parlement ne soit plus simplement consulté, mais participe de la décision de nomination. Cela me paraît d'autant plus opportun que l'ANSES concourt à la mise en œuvre d'actions de 5 programmes budgétaires relevant des ministères chargés de l'agriculture, de la santé, du travail et de l'environnement, ce qui ne simplifie pas le suivi des dépenses et des recettes de l'agence, ni la compréhension de son mode de financement. Monsieur Vallet, votre carrière riche d'une longue suite de postes à haute responsabilité semble indiquer, pour un regard extérieur, un regard comme le mien en tout cas, que vous êtes l'homme de la situation pour ce poste ou, en tous les cas, et de façon plus certaine, l'homme d'un système, celui de l'appareil d'État et de ses satellites. À cette carrière, vous ajoutez aujourd'hui le fait d'avoir été choisi par le président de la République. Cette distinction fait partie de la procédure. Elle n'en appelle pas moins ma première question. Pour ce qui révèle du domaine de l'ANSES, pouvez-vous nous dire si vous avez été en désaccord avec une décision majeure des gouvernements depuis 2017 et si oui, laquelle ou lesquelles et pourquoi? Ma deuxième question est relative aux capacités de l'agence à répondre aux missions qui lui sont confiées. Depuis 2015, de nouvelles missions ont été confiées à l'ANSES relatives aux produits phytopharmaceutiques, à l'évaluation des risques environnementaux liés à la dissémination d'OGM et d'analyse socio-économique. Il est envisagé, à l'horizon 2023, de transférer à l'agence une mission relative à la sécurité sanitaire des produits cosmétiques et la reprise de certaines missions de l'Observatoire de la qualité de l'air. Comment envisagez-vous de répondre avec efficacité à ces nouvelles missions? Pensez-vous qu'en l'état, l'agence ait les moyens de répondre aux anciennes? Autre question d'ordre général. Comment l'ANSES prend-elle en compte les préoccupations des Français? Quel est le protocole de remontée d'informations à ce sujet? Vous semble-t-il suffisant? Sinon, que proposez-vous? J'en viens maintenant à des questions plus spécifiques. S'agissant de la qualité de l'air, elle est un enjeu majeur de santé publique. L'OMS souligne que la pollution de l'air est la première cause de décès liés à l'environnement dans le monde, avec 7 millions de morts recensées chaque année. Monsieur Roger Genet, actuel directeur général de l'agence, indique lui-même que l'impact sanitaire majeur de la pollution atmosphérique est incontestable. Les connaissances scientifiques disponibles permettent d'ores et déjà d'établir que cet impact est avéré en deçà des seuils réglementaires, qu'il est multiforme, qu'il est plus important chez certaines populations vulnérables et qu'un renouvellement de l'action publique est indispensable et urgent en la matière. D'après vous, quelles seraient les voies et moyens efficaces pour y parvenir? Quelles sont les études et recommandations que l'ANSES conduit ou entend conduire à court terme sur la problématique propre des particules fines? Toujours en matière de santé publique, il est difficile de faire l'impasse sur l'actualité qui accable les ARS, en tête desquelles celle des Hauts-de-France, concernant les pesticides, les métabolites détectés dans l'eau potable. Les révélations font froid dans le dos. Depuis 2004, la Commission européenne appelle les États membres à prêter une attention particulière à ces questions. L'on apprend que peu de normes existent sur les taux minimums de molécules pertinentes, c'est-à-dire toxiques, pouvant être contenues dans l'eau. La Vmax peine à peine à être calculée par l'ANSES, faute d'études fiables, alors qu'elle est, je vous cite, la seule norme sanitaire permettant d'indiquer la concentration dans l'eau de produits toxiques. Comment entendez-vous donc remédier à cette difficulté dans un contexte d'urgence sanitaire ? La sécheresse et la raréfaction de l'eau ont des conséquences en matière de pollution hormonale des eaux. Des études sont-elles en cours? Quelle est votre position sur l'établissement de normes harmonisées en Europe et les moyens d'y parvenir efficacement pour qu'à l'avenir, l'eau que l'on boit soit de la même qualité partout dans l'Union européenne?
À l'occasion de votre parcours professionnel, vous avez été amené à participer à la mission de coordination pour la stratégie nationale de déconfinement. Vous l'avez dit tout à l'heure, la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 ayant eu lieu. Est-il prévu que l'ANSES travaille sur l'étude des éventuels effets secondaires liés à ces vaccinations ? Je souhaite également vous interroger sur le fonctionnement du comité de déontologie de l'agence afin de renforcer l'indépendance des travaux et de prévenir plus efficacement les conflits d'intérêts. Pensez-vous que les modalités de saisine pourraient être ouvertes à des tiers ou que sa composition puisse être revue ? Pour vous, l'indépendance de l'ANSES est-elle totale vis-à-vis du politique comme des lobbies ? Émettez-vous des réserves? Si oui, de quel ordre? En qualité de directeur général, quels seraient les moyens ou outils qu'il faudrait donner à ce comité pour garantir l'impartialité totale des études conduites par l'agence? J'aborde maintenant un sujet d'actualité puisque le gouvernement entend accélérer l'implantation de champs d'éoliennes. En matière environnementale, l'Organisation mondiale de la santé a publié le mois d'octobre 2018 un communiqué dans lequel elle affirme que les éoliennes sont une nouvelle source de nuisances sonores, rappelant que des études devraient être conduites pour en apprécier l'impact sur la santé. L'ANSES recommande la réalisation d'études locales systématiques avant d'installer des parcs éoliens. Récemment, le tribunal de Toulouse a fait droit à la demande de plaignants en reconnaissant un préjudice au titre du syndrome éolien. Sur ce dossier, que compte faire l'agence? Quels engagements précis pouvez-vous prendre pour que, si vous en êtes le directeur général, l'ANSES mette en œuvre urgemment des études de cas témoins pour l'homme et l'animal, études ouvertes à chaque fois aux élus locaux? Un autre sujet mérite, me semble-t-il, une attention renforcée. Une récente étude d'Harvard affirme que l'alimentation industrielle serait potentiellement responsable d'une véritable épidémie mondiale de cancer pour les moins de 50 ans. Quelle est votre opinion? Quelle prévention nouvelle et efficace envers les Français pensez-vous que l'ANSES pourrait, sous votre égide, mettre en place? Une question précise, très précise, qui intéresse maintenant nos collectivités. Le glyphosate, particulièrement utile pour les communes qui l'utilisaient pour désherber, par exemple, les cimetières, est interdit. Y a-t-il unanimement des preuves de sa toxicité qui permettent de justifier cette interdiction? Enfin, ma dernière question sera un peu plus personnelle. Une fois à la tête de l'ANSES, vous consacrerez-vous exclusivement à cet emploi ou bien conserverez-vous d'autres missions? Et si oui, lesquelles? Je vous en remercie.